Daguerre, maître de conférence en droit public à l'université Nice-Côte d'Azur. L'approche transactionnelle, c'est donc le sujet de ma thèse et c'est une proposition que j'ai faite de requalifier d'une certaine manière les procédures que la doctrine, voire les instruments officiels qualifient de procédures négociées. Et donc, dans ma thèse, l'idée, c'est de dire qu'il ne s'agit pas de procédures négociées, mais qu'il s'agit d'une approche de l'autorité publique, puisque c'est par le prisme de l'autorité publique que j'ai étudié ces procédures. Donc une approche de l'autorité publique qui va privilégier auprès des entreprises qui sont soupçonnées d'avoir violé le droit antitrust de l'Union européenne, leur proposer d'entrer dans une démarche transactionnelle, c'est-à-dire dans une démarche de concession réciproque entre l'autorité publique et les entreprises afin d'arriver à une résolution concertée d'un litige avec toujours la même idée, à savoir que les entreprises s'engagent dans l'idée de concession réciproque à ne pas contester une partie des choses qui leur sont reprochées, qu'elles s'engagent à, parfois, comme c'est le cas dans la procédure d'engagement, à proposer des solutions pour résoudre le litige, et l'autorité publique, donc la Commission européenne, puisque c'est d'elle dont il s'agit, elle s'engage à réduire la sanction encourue, le programme de clémence ou la procédure de transaction, ou à adopter une décision qui ne reconnaît pas une infraction, comme c'est le cas par exemple avec la procédure d'engagement. Voilà. Donc l'idée, c'est vraiment de dire qu'on est dans une démarche transactionnelle, dans une approche transactionnelle, et que cette nouvelle approche, parce qu'aujourd'hui elle est vraiment majoritaire en droit antitrust, elle a pris le pas sur la procédure ordinaire. La procédure ordinaire est beaucoup moins appliquée qu'à une certaine époque, et que cette approche transactionnelle ne correspond pas simplement à une association de plusieurs procédures, mais plutôt à une véritable philosophie dans la pratique de la Commission européenne aujourd'hui, et qui a potentiellement vocation à s'étendre ensuite à d'autres domaines du droit de la concurrence, qui s'y étendent déjà en partie dans le contrôle des concentrations par exemple, et peut-être d'une certaine manière aussi au droit des aides d'État. Voilà, donc vraiment intégrer à la fois les procédures elles-mêmes, leur étude, mais aussi étudier cette pratique en tant que philosophie particulière de la Commission européenne. Justice privée, pas véritablement, puisqu'on reste dans le cadre d'une justice ordinaire. La qualification institutionnelle et fonctionnelle est assez particulière, puisque certains contestent l'idée même d'une justice à proprement parler, puisque la Commission européenne est une autorité administrative, elle n'est pas une juridiction, et privée, non, puisqu'il s'agit d'une institution publique. Mais ce qui est manifeste dans la mise en œuvre de ces procédures, c'est que l'institution, d'une certaine manière, intègre les réflexes de la sphère privée, à savoir l'idée de démarche discursive et de concession entre personnes privées et personnes publiques, mais on reste dans le cadre d'une justice publique, si tant est qu'on qualifie encore une fois la procédure devant la Commission pouvant relever de la justice, d'une justice publique et donc d'une démarche très particulière de l'autorité publique et d'une certaine manière d'un renversement, non pas des rôles, mais d'un renversement des paradigmes, comme je le disais tout à l'heure, parce qu'on est dans le cadre d'une généralisation de l'exception, de ce qui, à une certaine époque, relevait de l'exceptionnel, puisque ces procédures existent devant la Commission européenne de façon informelle depuis très longtemps, et aujourd'hui elles deviennent véritablement principales, en fait. L'exception devient la règle et par conséquent, c'est une justice qui n'est ni privée ni exceptionnelle aujourd'hui. Quel rôle pour les institutions de l'Union européenne? En ce qui concerne la Commission européenne, c'est évidemment le rôle principal, puisque la Commission, c'est elle qui applique les procédures en question. Mais au-delà de cette application, donc au-delà de son intervention comme autorité de sanction, comme autorité antitrust, la Commission européenne a un véritable pouvoir réglementaire dans ce domaine. Et ce que je démontre aussi dans ma thèse, c'est que la Commission est au centre de l'élaboration des normes qu'elle va elle-même appliquer. Si on prend l'exemple du programme de clémence, le programme de clémence qui a été très récemment, en 2015, intégré dans le bloc légal officiel des procédures, a pendant très longtemps relevé uniquement de la soft law.
et en l'occurrence des communications qui étaient adoptées par la Commission européenne. Donc la Commission européenne, elle a vraiment une place centrale parce que c'est elle qui va élaborer les normes, qui va les prévoir et qui va ensuite les appliquer. Donc en ce qui concerne encore une fois le programme de clémence par exemple, on a reproché à la Commission européenne d'être vraiment dans un contexte dans lequel elle était au centre de tous les instruments, donc qu'elle les adoptait et qu'elle les appliquait ensuite. Pour les autres institutions, leur rôle est assez réduit. Si on prend l'exemple du Conseil, par exemple, qui est à l'origine du règlement principal en matière procédurale, à savoir le règlement 1/2003, le Conseil a une place assez restreinte parce que le texte qui a été proposé dans le cadre de ce règlement par la Commission européenne a été en fait très peu retouché par le Conseil, très peu discuté par le Conseil, et d'une certaine manière, on a l'impression que le Conseil a une certaine confiance quasi aveugle en la Commission en matière de droit antitrust, et donc qu'il intervient assez peu dans l'orientation. En ce qui concerne le Parlement européen, en matière de concurrence, il est assez peu présent, si ce n'est par des questions qu'il peut poser à la Commission européenne dans le cadre de l'orientation informelle de ces procédures au départ avant le règlement 1/2003. Il avait notamment posé plusieurs questions à la Commission européenne pour savoir s'il n'y avait pas dans le cadre de ces procédures un danger potentiel à ce qu'on aille vers plus d'auto-incrimination. Enfin, la dernière institution qu'on peut évoquer en matière de procédure transactionnelle, c'est la Cour de justice, évidemment, la Cour de justice de l'Union européenne, donc la Cour et le tribunal, qui, par leur contrôle, donc c'est un contrôle de légalité qui se double lorsqu'il y a une sanction d'un pouvoir de pleine juridiction, la Cour de justice contrôle ces procédures, mais dans la plupart des arrêts qu'elle a rendus en la matière, elle a eu une lecture vraiment très raisonnable laissant un peu comme à son habitude en matière de concurrence, une grande marge de manœuvre à la Commission européenne. Je citerai par exemple les affaires Alrosa de 2007 et de 2010, dans lesquelles le tribunal, dans un premier temps, avait précisé pour la procédure d'engagement que la Commission ne pouvait pas aller au-delà par l'utilisation de ces procédures de ce qu'elle serait susceptible d'obtenir par le biais de la procédure ordinaire. Et la Cour de justice, en 2010, a donc censuré cet arrêt du tribunal en disant qu'il n'y a absolument aucune obligation de procéder à un parallélisme entre les procédures et que la Commission européenne, par l'utilisation de la procédure d'engagement, pouvait obtenir plus que ce qu'elle aurait obtenu par le biais de la procédure ordinaire, confirmant que, en la matière, le contrôle du juge est parfois assez restreint, à mon sens. Les effets sont la généralisation d'une démarche et la généralisation d'une philosophie, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, les entreprises ont complètement intégré ces procédures. Elles savent, par exemple, qu'en matière de cartel, aujourd'hui, 90-95% des cartels sont décelés par le biais de la clémence et ensuite s'appliquent se résolvent par le biais de la clémence de second rang et de la procédure de transaction qui a été créée en 2008. Et par conséquent, ces procédures aujourd'hui font intégralement partie de la boîte à outils des entreprises. C'est-à-dire qu'on craint par exemple que certaines entreprises participant à des cartels puissent calculer à quel moment elles vont dénoncer un cartel en fonction d'intérêts purement utilitaires. Et aujourd'hui, rien ne peut permettre vraiment de se prémunir contre ce type de situation. Donc je dirais que la conséquence principale, c'est celle-ci, c'est celle que les procédures deviennent aujourd'hui une normalité qui est intégrée par les entreprises et que par conséquent, il y a probablement aussi un appauvrissement des solutions elles-mêmes, puisque lorsqu'on tend immédiatement vers la recherche de consensus plutôt que vers le contradictoire et l'envie donc de faire évoluer les idées par l'échange, eh bien on va vers un appauvrissement des solutions substantiellement. Comment l'encadrer efficacement? Il y a plusieurs solutions qui sont proposées et plusieurs solutions que je propose notamment dans ma thèse. On peut par exemple proposer un encadrement plus strict par le juge, donc avec une volonté, parce que là ça relèverait plus de la volonté que des pouvoirs, puisque les pouvoirs le juge les a, et donc il faudrait que le juge ait une véritable volonté de pousser davantage ses contrôles et de s'interroger notamment sur l'application des droits fondamentaux, là aussi si tant est que les entreprises puissent se voir appliquer de la même manière les droits fondamentaux, je pense notamment à la lutte contre l'auto-incrimination.
puisque toutes les procédures étudiées relèvent d'une certaine manière de l'auto-incrimination. Donc le juge pourrait contrôler davantage la substance des décisions, je pense. Le juge pourrait aussi avoir un rôle, par exemple, d'homologation, de validation des décisions de la Commission européenne. Donc au-delà du contrôle, ça pourrait être lui qui concrètement validerait les décisions, ou alors il pourrait y avoir une véritable séparation des pouvoirs au sein même de la Commission européenne, puisqu'aujourd'hui, la séparation qui existe par exemple devant l'autorité française de la concurrence n'existe pas de la même manière devant la Commission européenne, puisque c'est quasiment la même équipe qui va mener les enquêtes, mener les investigations et ensuite aller vers l'adoption de la décision qui sera évidemment adoptée de façon collégiale par le collège des commissaires, mais qui en réalité relève évidemment d'une structure unilatérale, puisque c'est la DG Concurrence qui va mener les débats et qui va amener vers la décision. J'ai un peu de mal à imaginer comment le collège des commissaires pourrait véritablement discuter le fond d'une décision en matière antitrust. Donc il pourrait aussi y avoir le développement de plus de séparation des pouvoirs au sein de la Commission. Enfin, une autre solution qui pourrait se voir appliquée, ce serait la contractualisation de ce processus à proprement parler, ce qui existe déjà aux États-Unis, c'est-à-dire que les accords obtenus par l'autorité publique avec les entreprises donnerait lieu à de véritables contrats, à de véritables agreements, comme c'est le cas aux États-Unis, et non pas, comme c'est le cas dans le cadre des procédures européennes, à des décisions unilatérales qui reflètent des concessions réciproques entre les parties.